Bonjour Maël, merci pour m'avoir accordé une place dans ton emploi du temps extrêmement bien rempli. Pour commencer, et avant d'entrer dans le vif du sujet, une question qui me taraude et de la plus extrême importance. Comment est-ce qu'on prononce ton nom? Maël Biré Eloui ou Maël Biré Esloui? Alors, les deux se prononcent, c'est un peu en fonction de comment vous préférez, mais moi je dis Biré Louis, mais c'est pas le plus simple, donc vous pouvez dire Biré Louis, ça le fait très bien aussi. D'accord. Bon, ben, je dirais Biré Esloui pour faire comme toi. On y reviendra, ça pose quelques petits problèmes aux anglo-saxons. La Ouais. prononciation de ton nom, ça m'a fait sourire plusieurs fois. Maintenant que ce point essentiel est fixé, avançons. Si je t'ai sollicité, et je sais que je n'ai pas été le seul, c'est que tu sors d'une saison sportive extraordinaire, hein, ponctuée de plusieurs records de France junior et de 2 médailles internationales. On va bien sûr revenir sur cette saison, mais et notamment sur les championnats du monde junior qui se sont déroulés à Nairobi il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Mais auparavant, parlons un peu de toi afin de mieux te connaître. Tu es étudiante à Sciences Po, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Donc Sciences Po, c'est donc Sciences Po Rennes, mais alors c'est Sciences Po Rennes, mais tu n'es pas à Rennes. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait ma première année à Sciences Po Rennes, et à partir de la deuxième année, on peut aller sur le campus de Caen, qui est un peu plus dédié sur tout ce qui est transition énergétique et environnementale. Donc, je me suis dirigée vers cette branche-là, et donc je suis à Caen depuis cette année. D'accord. Alors, je rappelle, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais tu es une athlète du Pays de Saint-Lô Athlétisme, donc tu es une Normande. Et C'est ça. naturellement, pouvoir étudier à Caen, c'est plus simple et plus naturel pour toi. Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie à Caen d'ailleurs. Voilà. Alors, tu me parlais de transition énergétique. Quelle carrière professionnelle est-ce que tu vises une fois ces études terminées? Je sais pas trop pour l'instant, c'est un peu flou. Enfin, j'aimerais me consacrer au plus possible dans le sport. Après, bon, la marche, c'est pas la discipline où c'est plus facile d'en vivre, mais j'ai un sponsor, enfin, Attitude Manche, qui travaille sur le développement et l'aménagement du territoire, donc ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait un peu. Donc voilà, je tâte un peu le terrain et je vois où est-ce que je pourrais aller. Alors, avant d'aller plus loin dans l'interview, c'est quelque chose que je souhaitais aborder un petit peu plus tard, mais puisque tu l'abordes dès maintenant, tu abordes la problématique du financement de ta carrière sportive. Tu es soutenu par ta région, par ton département, par Attitude Manche que tu viens de citer. Tu es soutenu également par ton club, mais tu es également à la recherche de partenaires. Tu es active sur ce plan-là? Oui, bah, c'est vrai que, bah, comme je disais, c'est compliqué de trouver des financements et bah, plus j'avance dans les années, plus j'ai envie de me professionnaliser. Donc, ça passe aussi par faire des stages à l'étranger en altitude. Et ça, c'est quelque chose qui coûte quand même pas mal d'argent. Donc, c'est pour ça que c'est assez important pour moi de rechercher des financements pour ce côté-là, pour progresser pour les prochaines années, quoi. Et ta démarche, alors moi, la partie visible de ta démarche, ce que j'ai vu, c'est que tu nourris une page LinkedIn et puis ben, toutes tes interventions dans les médias qui vont peut-être se multiplier maintenant que tu as des titres internationaux, pas des titres, mais des médailles. Ça fait partie de ta démarche de communication pour aller chercher ces fonds. Donc, à bon entendeur, salut, hein, si j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà, on a traité donc le côté off, enfin le côté de un petit peu tes études. On va venir tout de suite, puisque c'est ça qui m'amène vers toi, vers l'aspect sportif. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, là où tout a commencé. J'ai découvert que l'une des raisons pour lesquelles tu t'es orienté vers la marche athlétique, parce que c'est tout le temps une question qu'on pose, pourquoi tu es venu vers la marche athlétique? C'est la question qu'on pose toujours aux marcheurs. Au départ, tu n'avais pas forcément des qualités évidentes pour cette discipline, mais tu racontes dans une interview que tu as donnée récemment, toi, ce qui t'a botté, entre autres, c'est qu'il y avait des compétitions nationales dès la catégorie Benjamin. Donc, dès le début de ta pratique de l'athlétisme, tu étais une compétitrice. Ouais, complètement. Bah, déjà, j'ai fait du sport depuis toute petite, mais je cherchais un peu le sport dans lequel je pouvais m'épanouir, mais surtout dans lequel je pouvais faire des bonnes performances, enfin, qui me convenaient. Et c'est vrai que la marche, c'était la seule discipline où il y avait des podiums nationaux. Et c'était quelque chose d'assez important. On avait 2 week-ends par an. Il y avait Saran, le Challenge des Ligues et le Critérium national. Et c'était vraiment les 2 week-ends où il fallait être présente. Et c'est une des choses qui m'a attirée en premier dans la marche. Et depuis Benjamin, j'ai fait pratiquement toutes ces compétitions nationales et c'est important pour moi de les faire d'ailleurs. Et alors, donc, tu as choisi la marche. J'essaye de devancer des critiques qui peuvent être faites parce que souvent on dit tu fais de la marche. C'est souvent ce qu'on dit aux marcheurs. Tu fais de la marche parce que ben,
il restait que ça, quoi. Et en fait, toi, tu étais une athlète relativement complète. En allant préparer l'interview, j'ai vu que tu avais fait 11 mètres au triple saut en minime. C'est déjà loin d'être ridicule. Donc, c'est vraiment, c'est pas si fréquent que ça, que les marcheurs et les marcheuses à avoir des performances. Et puis, c'est pas en demi-fond où tu avais des performances, tu es en sprint et en saut où tu arrivais à faire quelques petites performances. C'est intéressant, ça, comme background d'athlète. Ouais, c'est sûr. Après, je me suis jamais vraiment entraînée pour tout ce qui était saut et sprint, mais c'est dans là que j'avais des qualités naturelles, on va dire. Je faisais après, depuis toute petite, j'ai fait du travail de pied et tout ça, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais je m'entraînais pas dans ces disciplines parce que j'aimais pas en fait l'entraînement forcément que ça impliquait. Et j'ai toujours trouvé enfin la discipline que j'ai toujours trouvée la plus impressionnante en athlétisme depuis toute petite, c'est la marche. Donc pour moi, c'était naturel de me diriger là-dedans et je pense que j'ai fait le bon choix, enfin j'espère. Je pense, je pense. Juste encore pour un petit peu illustrer l'athlète que tu es, j'ai relevé une autre anecdote sur tes débuts. Donc, c'est Alban Pessin, qui est toujours ton coach. Dès tes débuts, il avait repéré chez une de tes copines qui partageait le même groupe d'entraînement, mais tu étais Benjamin, tu avais 11-12 ans, une de tes copines qui avait une bonne technique de marche et toi, il n'avait pas repéré chez toi. Et ça t'a piqué dans ton orgueil. Et du coup, tu C'est t'es ça. dit, moi, il faut que j'arrive à son niveau. C'est vrai, compétitrice, orgueilleuse, c'est des qualités que. Alors, orgueilleux, c'est pas tout le temps une qualité, mais là, dans le cas qui nous concerne, ça te sert. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'était vraiment dans les premières, la première année que j'ai fait l'athlétisme, et on essayait toutes les disciplines et il y avait Alban qui donnait donc enfin qui faisait un atelier marche pour voir un peu s'il y en avait qui étaient pas mal dans la discipline. Et c'est vrai que l'amie avec laquelle je m'entraînais avait été repérée et Alban lui avait proposé de venir s'entraîner avec les grands et pas moi. Et ça, du coup, elle avait vu que je l'avais un peu mal pris. Donc, elle avait demandé à Alban, qui avait évidemment accepté que je les rejoigne. Mais ouais, c'était vraiment pas le début qu'on peut penser, mais c'était ça m'a un peu motivée et poussée à faire de la marche. Donc, je, ça me va aujourd'hui. Mhm. Alors, par rapport à ces débuts qui ne sont pas ceux qu'on pourrait imaginer pour celle qui est devenue maintenant une athlète de tout premier plan en marche athlétique, au moins chez les juniors, on verra comment se passera ton passage chez les seniors, mais ce sera à venir. Sur quel point tu penses avoir le plus progressé? Tu penses plus à des aspects techniques, physiques, mentaux sur la marche, depuis ces débuts où tu n'avais pas forcément de qualité innée? Ouais, je pense que c'est sur un peu tous les plans, hein. Au niveau technique, c'est vrai, comme je disais, c'était pas naturel pour moi. C'était beaucoup plus naturel de courir, de sauter, ce genre de choses. Mais évidemment, quand on fait de la marche, on travaille beaucoup la technique au début et je pense que j'ai beaucoup progressé sur ce point-là. Et puis après, ouais, dans tous les autres domaines hein, de la marche, c'est une épreuve très complète. Il faut de l'endurance, de la technique, il faut beaucoup de mental aussi, il faut aussi de la rapidité. Donc, très complet et donc il faut forcément progresser sur tous les aspects pour progresser en général, quoi. Est-ce qu'il y a un point en particulier sur lequel ton coach vient te chercher encore et encore, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une progression en parallèle sur tous les aspects? Il n'y a pas un point qui pique encore un peu? Euh, non, on travaille un peu tout. J'ai eu un petit problème technique, on va dire, fin de 2020. J'ai fait 2 compétitions nationales et à chaque fois j'avais 2 rouges, donc j'étais vraiment à la limite de la pénalité. Donc on a pas mal travaillé là-dessus. J'ai pu lire également lors d'une interview que tu as donnée récemment que la crise liée au Covid pour toi a été paradoxalement plutôt bénéfique pour toi. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce mystère apparent? Oui, donc bon, évidemment, il y a eu l'annulation des compétitions, mais au niveau de l'entraînement, c'est vrai que quand on a des horaires 8h, 18h tous les jours, pour s'entraîner, c'est très compliqué et c'est très fatigant aussi, il n'y a pas le temps de récupérer. Et là, du coup, le fait de passer tous les cours en distanciel, eh bien, moi, j'ai pu m'entraîner absolument comme je voulais parce que on avait quelques visios, mais il n'y avait pas les transports et tout ça. Et j'ai énormément progressé en fait pendant cette période-là parce que justement, j'ai pu m'entraîner de façon optimale et récupérer aussi de façon optimale, ce qui est important. Donc, moi, oui, ça m'a servi sur ce côté-là. Et alors c'est parfois le cas chez les marcheurs et en général chez les athlètes qui préparent des longues distances, ça peut être des marathoniens, ils ont cette capacité à ne pas forcément dépendre d'un groupe. Là, pour le coup, tu t'entraînais seul et ça ne t'a pas forcément posé de problème. Tu étais conseillé, bien sûr, mais tes séances, elles étaient toutes seules sur un De tapis. toute façon, moi, dans mon club, on a un petit groupe de marche, mais on va dire que la plupart du temps, je m'entraîne seule, donc j'ai cette capacité à, même quand j'ai pas le choix et que je dois
sortir et que j'ai pas envie, je suis forcément, j'ai cette motivation en fait d'y aller même si je suis toute seule. Donc ça m'a pas posé problème non plus cette dynamique de ne pas être en groupe pendant le confinement. Hmm. Et ça a payé rapidement parce que donc c'est en partie sur cette période Covid que tu as construit ta saison 2021 vers laquelle on arrive doucement, mais dès 2020, dès juillet 2020, les progrès étaient perceptibles parce que j'ai été repérer une perf que tu avais faite au mois de juillet, il me semble, sur 3000. Et là, ton record perso qui datait d'un an, qui datait de la saison d'avant, il vole en éclats. C'est plus d'une minute que tu mets sur ton score, tu passes à 13,27 sur 3000. Là, tu changes de dimension parce que 14,30, c'est très bien, mais 13,27, c'est plus la même histoire. Et là, c'est déjà le fruit de ces Ouais. entraînements toute seule. Oui, c'est ça. Bah, pour moi, c'était la meilleure période d'entraînement que j'ai pu avoir, hein. Jusqu'à maintenant, tout était vraiment réuni pour bien s'entraîner. Donc, évidemment, il n'y avait pas forcément les compétitions au départ, donc ça perd un peu de sens, mais je savais que ça allait revenir et que quand ça allait revenir, j'aurais vraiment une progression et que ça se verrait sur les chronos. Donc, Grosse progression dès 2020. Et là, tu enchaînes donc 2021, on y vient, la grosse année. Tu reprends donc enfin, tu as eu Podé-Brady, début juillet, juste avant ta ligne, tu vas claquer le record de France junior du 5000, 22-29. Derrière, tu enchaînes donc cette fameuse médaille au championnat d'Europe junior à Tallinn. Gros chrono encore. Alors là, j'ai pas investigué. 46, 32, 94, c'est un record de France ou c'est pas un record de France parce qu'il y a un temps manuel de Camille Moutard, 46, c'est ça. 32, 8. Quelle est la conversion entre un temps manuel et un temps électrique? Du coup, je ne sais pas si ce sera un record de France. Bah, moi, je le vois pas. Enfin, je veux dire, le chrono est supérieur, donc pour moi, c'est pas un record de France. Mais il y a plusieurs personnes qui me disent que techniquement, il y a des dixièmes de rajouter ou des Oui. centièmes de rajouter sur un chrono manuel. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, après, pour moi, le chrono est supérieur, donc c'est pas forcément un record de France dans tous les cas. Oui, bon. Ça n'a pas l'air d'être un sujet pour toi. 46, 32, 94, que ce soit un record de France ou pas, ça te satisfait. C'était un temps dont tu rêvais même pas un an et demi avant, enfin même 6 mois avant. 46-32, c'est Mm. extraordinaire. Bah après, j'avais en tête depuis 1 ou 2 ans les championnats d'Europe. Je voulais faire un podium là-bas. Donc, je savais que fallait que je fasse un chrono inférieur à 47 minutes, c'était sûr. Donc, j'en avais envie. Après, il y a eu des complications pendant mon hiver 2021 qui ont fait que je commençais à plus trop y croire. Et puis, au final, ça s'est bien passé. Donc, bon, j'en suis très satisfaite. Alors c'est bien, tu en parles très naturellement, mais c'est pas banal pour un Français ou une Française. Alors on a Johan Diniz qui a remporté des médailles internationales, mais quand on le met de côté, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont eu des médailles à l'international. Et toi, tu envisageais, c'était un objectif d'aller faire une médaille aux Europes juniors, et tu avais dit que le fait de savoir que Pauline Stay, 2 ans avant, avait fait quatrième, ça te permettait, ça t'a aidé mentalement d'avoir cette information-là et ça t'a aidé au moment de te projeter sur tes championnats d'Europe à toi. Ouais, donc le fait de savoir qu'il y a une bonne génération chez les 2001, 2002, 2003, ça me pousse forcément à essayer de faire mieux que ce qu'ont fait les filles avant. Donc c'est dans ce sens-là où voilà, je savais que Pauline avait fait 4, donc je savais que voilà, il y avait toute cette dynamique et moi j'avais envie de prouver que voilà, il y avait une bonne génération et que la marche française, en tout cas chez les jeunes, était présente. Donc, Donc voilà, cette médaille-là au championnat d'Europe junior, elle est là, donc c'est un grand moment, mais tu as une saison interminable avec des championnats du monde qui, derrière les championnats d'Europe, qui se déroulaient plus d'un mois plus tard, donc ça fait une saison qui est très très longue. Mais on y arrive à ces championnats du monde de Nairobi, et là tu deviens la première Française à obtenir une médaille mondiale en marche athlétique. Alors, juste avant, je faisais état de tes progrès chronométriques. À Nairobi, il n'était pas question de battre des records, compte tenu de l'altitude notamment où se déroulaient les championnats. Alors moi, j'ai envie de parler de ta stratégie dans cette course. Il s'est passé énormément de choses et tu as fait preuve d'un sens tactique impressionnant parce que, on va y venir dans le détail, mais pendant la première moitié de course, tu n'existes pas. Tu n'apparais, il faut regarder tout au fond de l'image pour voir de temps en temps ta tête, mais tu n'existes pas, tu es bien caché. Dès le début, il y a une Indienne qui part, elle fait 4,26 au premier kilo, elle met tout le monde 100 mètres derrière elle. Comment tu gères ça? Elle fait le one-woman show, là, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? je pense que c'est ce qui s'est passé après dans la tête de la plupart des filles qui visaient le podium.
On savait que ça n'allait pas tenir. Enfin, en altitude, à la limite, même en plaine, c'est une allure qui est quand même très très rapide pour un 10 000. Et bon, après, on peut toujours avoir progressé par rapport à ce qui est sur les start lists, mais elle n'avait pas du tout ce chrono-là dans ses bilans. Et puis, on s'est dit qu'avec l'altitude, dans tous les cas, ça ne tiendrait pas. Et c'est pas une concurrence qui nous a fait vraiment peur, je pense. On savait que ça allait se jouer progressivement au fur et à mesure de la course, donc ça m'a pas trop inquiété quand elle est partie. Non, alors ça t'a pas inquiété, mais là, on parle d'une concurrente qui part. Effectivement, on a l'impression que vous, pour parler comme ça, vous la calculez pas en fait. Vous la laissez sortir, elle vit sa vie et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'au kilomètre 3, tout le monde revient. Pour autant, il n'y a pas que cet athlète-là qui est parti. Il y a eu un petit groupe qui s'est détaché avec 5-6 athlètes. Et toi, tu es encore loin. Tu as été, en regardant en détail la vidéo, alors je ne parle même pas de celle qui va gagner, la Sofia Ramos-Rodriguez, qui était hors d'atteinte. Alors, elle a fait une course très, très intelligente, elle aussi, parce qu'elle fait un négatif split, il me semble, sur le deuxième 5000, un peu plus rapide que le premier. Mais elle était au-delà, elle était au-dessus, quoi. Elle fait 1 minute 20 de mieux que toi. Enfin, Ouais. mais je ne parle pas d'elle. Mais les autres, qui jouent la deuxième place, toi, tu te trouves à plus de 20 secondes de ces filles-là, mais tu n'es même pas dans le groupe, tu es décroché loin derrière, tu es 12e, 12, 13e à mi-course, peut-être pas à mi-course, mais au 4e kilomètre, tu es 12, 13e. Et pour autant, alors c'est fugitif hein, quand on voit ton visage, mais tu n'as pas l'air inquiète. Tu as l'air dans ta course, c'est calculé, c'est voulu cette position-là dans la course. Tu savais que, enfin, pour toi, c'était téméraire de partir plus vite? Ouais, complètement. J'avais fait un peu la même course à Tallinn, c'est-à-dire que mon but, c'était de faire mon deuxième 5000 plus rapide ou en tout cas ne pas décélérer sur le deuxième 5000. Donc, je sais que j'attaque à peu près toujours au 4/5e. Je commence à, à essayer de remonter les concurrentes, mais en plus, avec le contexte de l'altitude, je ne trouvais pas du tout prudent de partir sur des allures qui étaient peut-être à la limite de ce que je pouvais tenir. Donc, j'ai préféré garder, en fait, ouais, garder l'allure que j'avais au départ et accélérer progressivement ou essayer de remonter les filles une à une. C'est ce que j'avais fait à Tallinn, ça avait bien fonctionné. Et c'est la même tactique que j'ai abordée pour les championnats du monde. Ouais, alors, quand tu es à ce moment-là, quand tu es 12, 13e, tu fais encore des plans dans ta tête ou tu te dis, ben, je fais la course et puis ben, si je finis finaliste, 7, 8e, ce sera bien ou même là, à ce moment-là, tu te dis, c'est pas perdu, je peux encore faire podium. Bah, non, je voulais le podium. C'était quelque chose. C'était tellement beau à Tallinn ce que j'avais vécu. Je voulais absolument le revivre. Et c'est vrai que au 4e, 5e kilomètre, en plus, c'est à ce moment-là, à peu près au 5e, que je suis avec Elvina. Mm. On voit que toutes les deux, on revient sur le groupe et que la médaille, elle est jouable à ce moment-là parce qu'en plus, les filles derrière, on sait que ça remonte plus. Donc, on sait que c'est entre nous et les premières qui se rapprochent, enfin, dont on se rapproche de plus en plus. Donc, à ce moment-là, moi, c'est vraiment clair que je veux le podium et je veux jouer la meilleure place possible sur ce podium aussi. Mm. Donc là, tu reviens. Alors effectivement, vous revenez avec Elvina. Alors malheureusement, on va en parler rapidement. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour Elvina, mais il y a tout un moment de la course, ouais, 4e, 5e, 6e kilomètre où vous êtes ensemble. Et vous revenez assez rapidement sur ce groupe, hein. J'ai parlé de 20 secondes d'écart et effectivement, alors je ne sais pas si c'est le groupe de devant qui ralentit un petit peu ou vous qui accélérez franchement, mais la jonction, elle se fait d'un seul coup. D'un seul coup, vous apparaissez. On commence à reparler des deux French athletes qui reviennent dans la course. Vous revenez et en fait, il y a un moment où tu reviens sur le groupe, mais qui s'est effiloché, et tu reviens sur Martin Kova qui t'avait devancé à Tallinn. Et ben, tu ne te poses pas de questions, tu passes devant, tu attaques. Ouais, c'est ça. Quand je double quelqu'un, enfin, le mieux du coup, c'est de doubler rapidement pour vraiment, on va dire, la pousser dans ses retranchements pour nous suivre. Donc, moi, c'est ce que je fais. À un moment, je me pose une petite question, est-ce que je reste derrière et que je garde du jus ou est-ce que j'y vais directement? Et j'ai pris la deuxième option parce que j'avais pas envie de faire une course dans l'attente que j'avais déjà, on va dire, ça avait été ma première partie de course. Donc là, la deuxième, je voulais vraiment être plus actrice. Donc, je la double et puis je me dis, bah, maintenant, je vais tout faire pour garder la deuxième place et ça va se jouer à partir de là, quoi. Hmm. Et là, donc, tu reviens sur elle à peu près un peu moins de 3 km de l'arrivée. Et c'est long, hein, les 3 derniers kilomètres d'un 10 000. T'es comment? Parce que sur ton visage, on voit jamais la. Il y en a qui marquent beaucoup sur le visage, et toi, il n'y a pas ça. On sent de la sérénité, mais on sent pas de souffrance ou particulière. On sait que tu es au taquet parce que Martine Kova, elle va revenir, elle va même te repasser devant.
Mais tu n'affiches pas beaucoup de souffrance. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? C'était dur quand même? Oui, évidemment, c'était dur. Après, c'est ça qui était un peu différent avec l'altitude, c'est que c'était les allures en elles-mêmes n'étaient pas dures à tenir. C'était vraiment en fait l'impression que le corps était vraiment à la limite, alors que on va dire que notre corps est habitué à marcher à cette allure-là. Tu nous dis que c'était dur effectivement sur les allures relativement faciles à tenir, mais effectivement ces effets de l'altitude, et on le voit à l'arrivée, Martinkova, elle est dans un état, elle va mettre plusieurs minutes à se relever, prise en charge dès l'arrivée. Bon, elle fait troisième, elle doit être satisfaite, mais elle a été au bout d'elle-même. Franchement, elle n'a pas triché. Euh, Moi, de mon côté, je l'ai déjà évoqué dans la question précédente, dans toute la course, on a un visage, on a l'impression que c'est poker face, toujours la sérénité affichée. Et même en toute fin de course, même quand on est à 15 mètres de l'arrivée, tu sais que tu peux plus être doublé. Tu regardes partout, c'est ça qui est intéressant, tu regardes partout. On te voit regarder l'écran. Au passage, on t'avait vu regarder, Ouais. alors dans les tribunes, je ne sais pas si c'est un coach ou quoi que ce soit, ou les juges, mais tu regardes partout, tu es hyper lucide dans ta course. Et puis, pour autant, tout le temps, ce faciès toujours serein et pas d'expression d'émotion ou de sentiment avant le franchissement de la ligne. C'est là où tu Ouais. extériorises un tout petit peu. À la Maël Bires, Ouais. oui, c'est pas l'explosion, mais le sourire qui est génial, quoi. Mm. Bah, c'est ça. Pendant toute ma course, j'essaie d'être concentrée au maximum, d'être présente pour vraiment voir ce qui se passe un peu partout et pour gérer au mieux, faire les meilleurs choix. Et c'est vrai que bon, il y avait l'écran géant et je me suis rendu compte après la course que je le regardais très souvent. Mais ça aide beaucoup, hein. Ça permet de voir, on va dire, l'écart entre les concurrentes parce qu'on n'a aucune idée sur la piste. Et voilà, c'est toutes mes courses, maintenant, j'essaie d'être lucide et d'être vraiment concentrée, focus dessus voilà, pour faire les meilleurs choix parce que c'est aussi un peu tactique le 10 000. Donc ouais, c'était un peu comme ça que je voyais les choses. Mhm. Tu arrives donc juste à une satisfaction à l'arrivée. Tu prends aucun carton rouge dans la course. Donc, maîtrise tactique, maîtrise technique également. C'est satisfaction, ça, pour toi. Oui, bah, complètement, hein. J'avais eu des problèmes techniques du coup en fin de 2020 et où je prenais des rouges sur mes compétitions nationales et je voulais absolument travailler là-dessus parce que du coup, sur ces deux compétitions, le dernier kilomètre, c'est beaucoup d'appréhension, on ralentit au maximum et du coup, le chrono à la fin, ben, il en pâtit. Donc, je voulais vraiment pouvoir faire des courses en me donnant au maximum physiquement, en faisant les temps que je voulais faire, sans avoir cette appréhension de je vais peut-être avoir une minute de pénalité, il ne faut pas que je me fasse disqualifier. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour justement être sereine sur mes courses. Mhm. Voilà, donc tu termines deuxième de ces championnats du monde. Après le podium, la cérémonie protocolaire, comment ça se passe? Comment tu le vis? Alors, tu l'avais déjà vécu parce que tu as eu un été très riche, mais quand même, c'est des championnats du monde. Et puis en plus, alors, ces championnats du monde junior, malheureusement, ont été manqués par de grandes nations de l'athlétisme. Mais pour toi, pour le 10 km marche, le 10 000 mètres marche féminin, c'est pas le cas. Il manquait Yulia Kalilova, la championne d'Europe junior, mais à part elle, tout le monde était là. Les grandes nations, ce n'est pas forcément les États-Unis qui étaient absents de ces championnats du monde. Donc, c'est un vrai titre de vice-championne du monde que tu as été chercher. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là sur le podium? C'est un grand moment, j'imagine. C'est ça, c'est une grande satisfaction parce que je pense que j'aurais pas pu faire mieux sur cette course-là, c'est sûr. Meilleure place qui était possible ce jour-là, c'était la deuxième et c'est celle que je suis allée chercher. Donc, c'est énormément de bonheur. Tous les messages, tous les encouragements que j'ai eus, c'était incroyable. Et c'est pour ça que j'avais vécu ça à Tallinn et ça me tenait vraiment à cœur de revivre ça pour les championnats du monde. Et voilà, c'était vraiment beaucoup de bonheur, j'ai profité. Et puis voilà, je conclus d'une belle manière mes années juniors et j'y tenais, donc Hmm. c'est encore plus beau. Donc, la transition est toute trouvée. On arrive sur la dernière partie de l'entretien. Donc, tu termines ton passage en junior, tu passes chez les espoirs. Et quand on passe chez les espoirs en marche athlétique, on passe du 10 au 20 km. Alors, comment est-ce que tu abordes ce passage de cap dans ta pratique? Parce que tu es déjà quelqu'un qui t'entraîne énormément. Tu es déjà à 14 entraînements par semaine. Quel levier tu penses pouvoir actionner pour encore progresser? Bah déjà, je pense que ça fait 1 ou 2 ans, ouais, au moins 2 ans qu'avec mon coach, on s'entraîne pour le 20 km en partie. Depuis le début que j'ai commencé la marche, je sais que je finirai sur 20 km et que c'est l'objectif.
Donc, on a essayé de préparer au mieux cette transition. Il ne va pas y avoir de changement radical dans mon entraînement parce que justement, comme je disais, on l'a mis en place déjà depuis quelques temps. Et le but, voilà, c'est d'arriver sur 20 km en étant sereine, en ayant fait une bonne transition. Et voilà, comme je disais, pour moi, c'est vraiment ce qui va compter le plus, c'est 20 km. Et voilà, c'est pour ça que je me laisse 1 ou 2 ans de découverte avant d'essayer de passer aux choses un peu plus sérieuses sur la distance olympique. Alors, j'ai cru comprendre que jusqu'à l'an dernier, tu n'avais pas spécialement d'aménagement horaire au niveau de tes études. Ça a évolué cette année? C'est ça. Donc, l'année dernière, ça a été assez compliqué. J'ai envie de dire encore heureusement qu'il y avait de la visio. Mais cette année, voilà, donc j'ai aménagé, je dédouble mon année. Ça va me laisser plus de temps. Comme je disais aussi, quand du coup je vais faire mes études, c'est plus proche de là où je m'entraîne et de là où je vis, donc c'est parfait. Et voilà, j'ai essayé de tout mettre en place pour être plus sereine cette année dans mes entraînements, dans ma récupération et tout ça. Alors, tu as dit que tu te fixais 2-3 ans pour appréhender le 20 km. La marche athlétique est une discipline à maturité tardive. Tu es encore extrêmement jeune. Paris 2024, on t'en a forcément parlé, mais tu as déjà réagi en disant que ce n'est pas un objectif en soi. Si jamais, par le plus grand des bonheurs, ça passait, ben, tant mieux, mais tu vises plutôt plus tard, c'est ça? C'est ça. Déjà, pour faire 1h31 dans 3 ans, c'est très compliqué. Mais c'est surtout le fait que j'ai pas envie d'arriver au jeu en étant vraiment, on va dire, à la limite des minima. J'ai envie de faire les Jeux Olympiques en étant en pleine possession des moyens et surtout en ayant des choses à jouer. Et c'est pour ça que pour moi, Paris 2024, c'est pas un objectif en soi. Je pense plus à Los Angeles en 2028. Là, je pense que j'aurai plus d'expérience et j'espère que normalement, je serai sur des chronos inférieurs. Donc, c'est pour ça que oui, 2024, j'y pense pas forcément. Écoute, Maël, je crois qu'on a bien fait le tour de ce que je voulais apprendre aujourd'hui avec toi. Tout ce que je peux te souhaiter pour faire un clin d'œil et puis faire boucler avec le tout début d'entretien, c'est qu'à force de répéter ton nom dans les années à venir, les commentateurs anglophones parviennent à prononcer parfaitement Maël, parce que dès Maël, ils sont en difficulté, c'est souvent Maëli, Ouais. Maël Biré S. Louis. Et s'ils arrivent à le prononcer correctement, c'est que tu auras fait la une de l'actualité athlétique. Merci infiniment pour ta disponibilité et à bientôt alors. Merci à vous, merci. And the athlete we're looking at there for France was third in the European Youth Olympics. That's Maëlle Biré-Hes-Louis, 46.32, her best. So it's pretty clear that to be an elite race walker, you have to have at least 8 syllables in your name or score 100 points at Scrabble. Thanks to our director for choosing those names that were barely fitted on the page.